Au pays des sans-emploi, les dogmes sont rois. Bonjour. 133 milliards d'euros dépensés pour l'emploi en 2016 contre 100 milliards en 2010. Dépensons plus pour travailler plus. Oui, sauf que sur la même période, le taux de chômage passe de 8,9% à 10,1%. Et la dette de l'assurance chômage n'en finit pas de grimper. 8 milliards d'euros fin 2010, 33,5 milliards d'euros en 2017. Les chômeurs nous coûtent un pognon de dingue. Ah, mais qu'entends-je ? Ne serait-ce pas le doudou ronron de la machine à stigmatisation? Le mot chômage, lui-même, présuppose une fainéantise. Du latin comare, il désigne à l'origine les repos pendant les chaleurs. Dès lors, un soupçon d'oisiveté pèse sur celles et ceux qui chôment sans vergogne. On pourrait les appeler sans emploi, comme en anglais ou en allemand. On pourrait aussi dire privés d'emploi, comme pour rappeler le droit inscrit dans le préambule de la Constitution. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et puis quoi encore? De quoi se plaignent-ils? En France, le chômage est généreux. La preuve, il permet de retrouver jusqu'à 75% de son salaire brut, contre un maximum de 67% outre-Rhin. Mais ces largesses sont trompeuses. Partout en Europe, l'assurance chômage est complétée par d'autres transferts sociaux. Allocation logement, prestations familiales, exonération d'impôts. Si on prend en compte ce qui tombe véritablement dans la poche des chômeurs, surprise, la France se situe légèrement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Mais enfin, du travail, il y en a plein, suffirait même de traverser la rue. Voilà ressurgir le mythe des emplois non pourvus. En 2017, 300 000 offres n'auraient pas trouvé preneur. Cela dit, si on exclut les offres retirées par les entreprises elles-mêmes et celles qui sont encore en cours, voilà qu'il n'en reste plus que 150 000. Et la précarité se glisse aussi dans les petites annonces. Pénibilité, horaires décalés, rémunération dérisoire. Le tout souvent sous la forme de contrats courts ou ultra courts. Nettoyage industriel, 1 heure par semaine, 9,75 € de l'heure. Ceux qui enchaînent ces fragments d'activité le savent. Le sous-emploi paie mal. En 2017, 1,2 million de personnes connaissaient cette précarité morcelée. 17% d'entre eux vivaient sous le seuil de pauvreté. Ça leur apprendra à vider les caisses de l'État. Ah bon? Mais depuis quand est-ce de l'argent public? L'assurance chômage est financée par les cotisations de tous les salariés et les employeurs. Eh oui, nous contribuons tous et toutes collectivement pour se prémunir contre un risque, la perte d'emploi. Les allocations ne sont pas une aumône accordée, mais une indemnité versée pour un préjudice anticipé. À y regarder de plus près, les idées reçues ne tiennent pas la route. Ce qui ne les empêche pas de continuer à faire leur chemin en carburant à la doctrine. Dans les années 80, 2 économistes, Assar Lindbeck et Dennis Snauer, inventent une fable qui résiste encore et toujours à l'épreuve des faits. Elle oppose d'un côté les pauvres outsiders miséreux et peu qualifiés, et de l'autre les odieux insiders, titulaires de contrats stables, défendant sans scrupule leurs conditions de travail de privilégiés. Non seulement les chômeurs sont des feignants, mais les salariés des infâmes profiteurs. La solution est toute trouvée. Pour endiguer le chômage, il faut s'attaquer au CDI. 1994, l'OCDE prend le mythe au pied de la lettre. Elle fait connaître ses recommandations parmi lesquelles flexibilisation de l'emploi, baisse du salaire minimum et affaiblissement des systèmes de négociation collective. L'ennemi public devient le coût du travail. La mesure favorite, les allègements de cotisations. En 2016, 45,4 milliards ont été dépensés pour les allocations, 49,2 milliards pour les exonérations. Tiens donc, on dépense plus pour exempter les entreprises de cotisations que pour verser leurs droits aux cotisants. Et pour quelle efficacité? Prenons par exemple le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Le comité de suivi de ce dispositif estime que, grâce à lui, 50 000 à 100 000 emplois auraient été créés ou sauvegardés sur la période 2013-2014. Hurrah! Sauf que, sur cette période, le CICE représente 28,6 milliards d'euros. Chaque emploi aurait donc coûté entre 286 000 et 570 000 euros par an. À raison de 30 000 euros par an pour un emploi décent, c'est près d'1 million de bons jobs qu'on aurait pu créer avec un tel budget. Mais pas d'inquiétude, pour faire baisser les chiffres du chômage, on a d'autres recettes. Dites bonjour à l'invisibilisation. Pour désigner ceux et celles qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour accéder à l'honorable statut de chômeur, l'INSEE parle de halo du chômage. En 2017, il et elle représentaient 1,5 million de personnes, auxquelles s'ajoutent les 1,6 million de personnes en sous-emploi. Résultat, aujourd'hui, celles et ceux qui souhaitent travailler ou travailler plus sans y parvenir sont plus nombreux que les chômeurs. En 3 décennies, le chômage en France est rarement passé sous la barre des 7%. Et pour beaucoup, ce plafond est devenu le seul horizon.
Le chômage de longue durée concerne 963 000 personnes. Pour ces oubliés du libéralisme, les frais de santé et les dépenses sociales augmentent, ceux de la protection de l'enfance aussi. À l'inverse, les impôts et cotisations sociales manquent à l'appel. Au total, selon ATD Quart Monde, la privation durable d'emploi aurait un coût annuel estimé à 43 milliards d'euros. Et sur cette facture de ce que nous coûte la misère que l'on crée, ne figure pas tout ce qui n'a pas de prix. Claire Hédon, première. Je suis Claire Hédon et je suis présidente du mouvement ATD Quart Monde en France. On a le sentiment en ce moment qu'il y a une forme de culpabilisation des chômeurs. Et d'ailleurs, j'aime pas ce terme de chômeur, je préfère le terme de privé d'emploi. Et cette culpabilisation, elle vient des politiques, mais elle vient aussi de la société tout entière. Et notre rôle à ATD Quart Monde, c'est bien justement de faire changer les politiques, mais aussi la société. Il y a une partie des personnes qui réussit, qui est convaincue que c'est de son propre mérite, que ce sont eux qui sont méritants, et qu'en parallèle, du coup, ceux qui réussissent pas ne sont pas méritants. Je pense que la vie, elle est plus compliquée que ça. Il y a des inégalités, des coups de pas de chance, et quand on est en situation de précarité, on cumule les malchances et les inégalités. Très sincèrement, comment apprendre correctement à l'école quand vous êtes à 4 dans une chambre de bonne? Comment être dans des conditions pour apprendre? On sait que la précarité des parents a un impact sur les facultés d'apprentissage. Si vous sentez que votre famille est en difficulté, votre esprit n'est pas libre pour apprendre. On définit la pauvreté en France à moins de 1 000 € par mois. C'est 60% du revenu médian. En quelques mots, la moitié de la France gagne plus de 1 800 €, l'autre moitié moins de 1 800. 60% du revenu médian, c'est le seuil de pauvreté établi en Europe. Et en France, c'est moins de 1 020 €. Ça ne dit rien d'abord de la très grande pauvreté, de ceux qui sont à 40% du revenu médian ou à 50%. À 50%, c'est moins de 850 €. Et là, il y a 5 millions de personnes. Et des personnes qui vivent avec moins de 680 €, le 40% du revenu médian, c'est 2 200 000 personnes. Vous imaginez 2 200 000 personnes en France qui vivent avec moins de 680 € par mois. Comment vivre avec si peu? Comment s'en sortir? Je pense que le marché est excluant et que ça ne permet pas aux plus éloignés de l'emploi, aux plus cassés par la vie, aux plus pauvres, de vraiment accéder à l'emploi. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut continuer, entre guillemets, à engraisser des actionnaires, ou est-ce qu'on veut que tout le monde puisse être intégré dans la société et vivre dignement? On n'est pas dans un État démocratique tant qu'on a autant de personnes en situation de pauvreté en France. Enfin, 9 millions si on prend le seuil à 1 000 €, mais 2 200 000 personnes qui vivent avec moins de 680 € dans un pays riche comme le nôtre. Ça a quelque chose de profondément scandaleux et d'antidémocratique. Ce n'est pas une démocratie si on laisse autant de personnes de côté. Michel Serres, le philosophe, l'a dit très bien, c'est un déni de démocratie. On a franchement l'impression qu'on dépense beaucoup d'argent pour lutter contre le chômage et pas toujours de façon très efficace et efficiente. Ça me paraît assez évident. Et c'est de là qu'est partie notre idée de projet territoire zéro chômeur de longue durée. Elle est vraiment partie du coût du chômage. Le chômage de longue durée coûte 43 milliards € à l'État tous les ans. C'est 18 000 € par personne au chômage de longue durée. Ce n'est évidemment pas ce que la personne reçoit. Il y a un tiers de minima sociaux, à peu près 6 000 €, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisations et d'impôts, et un tiers de dépenses à plus long terme dans lequel on peut mettre les dépenses de santé, les problèmes d'éducation et de scolarité des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il y a de l'argent, puisqu'en fait on le dépense. On dit, il y a vraiment du travail, on manque d'emploi, mais on manque pas de travail, on le voit bien dans les territoires, que s'il y avait plus de possibilités pour faire de l'accompagnement des personnes, de l'aide à la personne, s'il y avait plus d'emplois dans la protection de l'environnement, on voit bien qu'il y a du travail, mais souvent des travaux qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Et bien donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est de pouvoir expérimenter sur 10 territoires la création d'entreprises à but d'emploi. Vous voyez, l'entreprise, elle n'est pas à but de faire du bénéfice, mais elle est à but d'emploi, et qui vont embaucher l'ensemble des chômeurs de longue durée sur ce territoire pour des travaux utiles à la société. Et depuis 2 ans et demi, on a réussi à créer 700 emplois, et les personnes disent « mais ça change complètement la vie ». Ça change la vie
d'avoir un travail en CDI. Parce que pour se reconstruire, quand on a été en situation de grande précarité, le CDI, le contrat à durée indéterminée, est absolument indispensable. Donc ça change la vie d'avoir de la stabilité. Les revenus financiers on vit mieux avec le SMIC qu'avec le RSA. Puis le regard des autres a complètement changé à partir du moment où on travaille. Et on sent bien que ça change la cohésion d'un territoire. Alors ces entreprises à but d'emploi, d'abord moi j'aime beaucoup le terme, parce que justement le but c'est pas le profit. Le but, c'est l'emploi. Les travaux sont très très variés. Il y a énormément de choses dans l'aide à la personne. Et on sent bien qu'il y a un manque sur les territoires dans ce domaine-là. Je vous prendrai juste un exemple. Une personne âgée qui doit aller chez le médecin, qui est à la campagne, qui n'a pas de moyens pour se déplacer. Eh ben, une personne de l'entreprise à but d'emploi vient la chercher en voiture, l'accompagne chez le médecin, la ramène, achète les médicaments. Ce sont des choses aussi basiques que ça et où on sent bien que ça peut changer justement aussi les relations. Donc beaucoup de travaux dans l'aide à la personne et beaucoup de choses dans la protection de l'environnement. Ça va de tous les projets de permaculture, d'agriculture bio, du coup de fournir la cantine locale en bio, c'est quand même à la fois mieux pour la santé et mieux pour l'environnement. Des entretiens de forêt où les communes n'avaient pas les moyens d'entretenir la forêt. Et du coup, on voit bien comment on peut allier lutte contre la pauvreté et protection de l'environnement. Et que ce ne sont pas deux choses antinomiques, au contraire, il faut travailler ensemble. Ma pensée et ce qu'on essaie de développer dans le mouvement ATD Quart Monde, elle vient de la façon dont pensent les plus pauvres. Donc il faut les associer dès le début. Et on a développé depuis une vingtaine d'années une démarche en croisement des savoirs. Parce qu'on a bien vu que les recherches sur la pauvreté, elles étaient menées, entre autres par des sociologues et des économistes, mais qui étudiaient les plus pauvres. Mais à aucun moment, les plus pauvres, alors qu'ils sont porteurs d'un savoir, ne participaient. Et maintenant, on fait donc à la fois des formations, mais ce soit des formations de magistrats, de médecins, on fait des recherches en croisement des savoirs, où on met des chercheurs, des professionnels, qui peuvent être justement des magistrats, des médecins, des travailleurs sociaux, et des personnes en situation de précarité qui ont un réel savoir, et un savoir de vie. Et on croise ces savoirs, et on produit quelque chose ensemble. Si on veut penser différemment, il faut penser avec eux, et pas pour eux. Pour moi, on peut tout à fait éradiquer la grande pauvreté, mais enfin, particulièrement dans un pays riche comme le nôtre. Parce qu'arrêtons, on est quand même un pays riche. Mais je pense même qu'on peut éradiquer la grande pauvreté au niveau mondial. C'est pas je pense, mais on en est sûr. Mais simplement, il faut prendre la bonne direction. Enfin, les richesses, elles sont là. Il faut certainement un peu mieux les répartir.